Bonjour Julien, Mathilde. Alors, merci de nous recevoir Mathilde dans ton atelier. De rien, c'est avec plaisir. Bureau que l'on va utiliser là, pendant toute la matinée pour enregistrer les séquences. Julien, merci d'être venu malgré le décalage horaire, parce que tu arrives tout juste de 12 heures d'avion. Tu es cofondateur du 6B. Mathilde, tu es coprésidente. Metteuse en scène dans la vie professionnelle. Julien, tu es architecte. On peut peut-être, si tu veux bien, commencer par parler de la genèse du projet, puisque tu en es un des cofondateurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée et comment ça a pu démarrer concrètement ? Oui, bien sûr. Bonjour déjà. Alors, cofondateur éventuellement, mais même fondateur, on pourrait dire. Dans le sens où je suis à l'initiative de cette belle histoire qui ensuite s'est tissée avec plein de super personnes comme Mathilde qui est avec nous aujourd'hui. Donc j'habitais à Saint-Denis, c'est une histoire qui commence en 2007. Je suis donc architecte, comme tu viens de le préciser, et je faisais partie d'un collectif pluridisciplinaire qui s'appelle Existe, EXYZT. Et le festival Futur en scène nous avait proposé de faire une installation architecturale à l'échelle 1 dans la région. J'habitais déjà à Saint-Denis. De fil en aiguille, on a décidé de proposer cette installation architecturale sur ce site ici, qui était une friche industrielle qui appartenait encore à Alstom à cette époque. Donc c'est vraiment un héritage du passé ouvrier et industriel de la Seine-Saint-Denis et de Saint-Denis plus particulièrement. C'était un lieu délaissé, avec des prostituées, des toxicomanes dans le quartier, un lieu oublié, un lieu inutilisé. On a donc proposé de faire cette grosse installation architecturale qui malheureusement n'a pas eu lieu, parce qu'en 2008, il y a eu une grosse crise financière qui fait que Futur en scène n'avait plus les moyens. Il n'empêche que moi j'avais négocié avec les futurs propriétaires qui étaient le groupe Brémond, qui venait de gagner l'aménagement de ce futur quartier, avec Nicolas Michelin, architecte urbaniste, pour en refaire un nouveau bout de ville. Et donc on s'est inséré dans cet entre-deux et j'avais négocié le fait d'occuper ce bâtiment. Du coup, en 2009, on s'est revus malgré le fait que Futur en scène ne nous ait pas commandé cette installation. Et le groupe Brémond me dit c'était sympa quand même l'idée d'activer ce bâtiment. Moi, habitant à Saint-Denis, je connaissais beaucoup de monde qui cherchait un espace de travail. J'ai donc négocié avec Alstom un prix de location pour 2500 m² dans ce bâtiment qui défiait toute concurrence. C'était un bâtiment en mauvais état, dans un quartier délaissé. Donc on a eu un prix à 100 000 € pour 2500 m², toutes charges comprises. Une fois que j'avais ce prix, j'ai fait un petit calcul sur un bout de table. Je me suis dit on va louer les espaces à 10 € du mètre carré. On va en louer 1000, ça va nous faire les 100 000 € et il va nous en rester 1500 qui seront des espaces mutualisés. J'ai donc pendant 3 mois fait agent immobilier. Tout le monde m'appelait en disant on aimerait bien un espace. Je leur précisais que je n'étais pas agent immobilier et que l'idée c'était de partager un projet en plus de être les uns à côté des autres dans un espace, donc d'avoir un projet commun, de mutualiser, d'avoir un impact sur le territoire. Au bout de 3 mois, on a 40 personnes qui voulaient faire partie de cette aventure. On a donc fondé l'association. J'ai été le président de cet asso parce que j'étais le seul à connaître tout le monde vu que j'aurais fait visiter. D'ailleurs, je ne les connaissais pas. C'était vraiment des gens de Saint-Denis à 80-90% au début de cette aventure. Et on n'avait pas d'identité. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des artistes, qu'on soit aujourd'hui considéré comme un lieu de culture, de création et de diffusion, c'était pas donné. Moi, j'ai toujours dit que si ça avait été des banquiers ou qu'on avait voulu faire une salle de muscu, si le territoire avait révélé ses besoins, on serait devenu autre chose. Et du coup, au bout de 3 mois d'installation, donc on a fondé l'asso, on signe un bail, on rentre dans les locaux, et là, il y a une identité qui commence à se révéler. Quand on se rencontre, on se rend compte qu'il y a une majorité de gens qui sont dans le métier de la culture et des associations qui travaillent avec le public du territoire. Et donc là, on va dire, on a une identité du 6B, lieu de création et de diffusion, qui se révèle, qui fait du bruit, et du coup, on a plein d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, étant donné que moi, depuis le départ, j'avais négocié avec Alstom que si on prenait plus d'espace dans le bâtiment, ça nous coûterait moins cher. D'accord. Donc on avait un intérêt à grossir pour optimiser le modèle économique, et pour aussi être plus fort. On est toujours plus fort, plus nombreux, on a plus de capacité financière. Donc c'est pas un projet qui a été étudié, c'est un projet qui était nécessaire,
qui s'est mis en place parce que des personnes avaient besoin d'espace de travail et qui petit à petit s'est affiné dans son identité pour du coup attirer des gens de toute la région. Et au bout de 2 ans, on avait rempli le bâtiment. Au bout de 2 ans, Alstom revend le bâtiment au groupe Brémond. 2 ans après, le groupe Brémond commence à démolir des hangars dans lesquels on s'est bien amusé pendant les premières années et commence à construire des bâtiments de logement. Donc on est, on va dire, acteur d'une transformation urbaine. On fait attention à ne pas être des gentrifieurs, les artistes qui viendraient gentrifier l'approche banlieue. On essaie de faire du développement soutenable du territoire, notamment avec la fabrique à rêves qu'on a mis en place dès le 2e été, qui est un moment où on sort de nos murs pour nous révéler au territoire et pour faire profiter de ce joli projet qui s'invente au fur et à mesure aux gens du territoire. On avait peur, on va dire, on a été toujours très attentif à pas être vu comme un îlot d'artistes au milieu d'un territoire populaire, mais pour vraiment être des gens qui habitent un territoire, qui se réunissent, qui mutualisent et qui se donnent les moyens d'être forts et de répondre à leurs besoins. Et la traction que ça a généré quand tu as lancé l'idée, tu t'y attendais, tu pressentais déjà qu'il y avait un besoin dans le territoire ou finalement ça t'a presque dépassé par rapport aux aspirations de démarrage? Alors je savais qu'il y avait beaucoup de besoins, je connaissais plein de gens dans le nord de Paris qui cherchaient des espaces de travail. Moi, j'étais déjà dans tous ces mouvements collectifs, coopératifs, pas vraiment de squat, mais presque. J'ai beaucoup travaillé auparavant déjà sur ces questions de faire et de vivre ensemble. Et du coup, je m'attendais à ce que ça prenne. Je n'y tenais pas. Donc ça, c'est vraiment important. Tous les premiers résidents, on appelle ça les résidents, les 200 structures qui sont aujourd'hui dans le bâtiment, on pensait être là qu'1 an. On a toujours été sur un projet temporaire. On espérait que ça continue, mais on n'en était pas sûr. On n'avait pas une volonté absolue que le projet fonctionne. On avait juste un besoin au quotidien d'être ensemble. Et je crois que c'est ça qui a fait la force du projet. C'est pas une projection dans l'absolu, mais c'est un besoin du quotidien dans lequel tu t'exprimes et tu t'ajustes pour pouvoir survivre. Mais c'est intéressant parce qu'en fait ce que tu dis c'est que pour créer une dynamique collective qui prend, il ne faut pas forcément avoir une intention préétablie qui fait que les gens finalement suivent ou ne suivent pas, mais il faut sentir au quotidien les choses se créer un peu comme un organisme vivant et co-construire en permanence. Exactement, c'est une façon de réajuster le projet au fur et à mesure. C'est une façon d'impliquer chaque résident, c'était toujours ça le sujet. Moi, je ne suis pas sachant plus que Mathilde ou quelqu'un d'autre. C'est un projet qui est porté par la société civile, par les citoyens et par les usagers. Et si quelqu'un décide pour les autres, du coup les autres se désengagent et se déresponsabilisent. Donc la gouvernance horizontale était nécessaire pour que chacun s'investisse. Rappelons que, vous l'avez compris, il n'y avait pas de salariés. On était juste des gens à se réunir. On faisait un conseil d'administration hebdomadaire pendant plus de 4 heures toutes les semaines pour décider, pour faire. Au bout d'1 an et demi, on a pu prendre un premier salarié pour l'administration. Et donc c'était vraiment cette idée d'impliquer chacun et de ne pas décider ce qui permettrait aux usagers d'être passifs. On a toujours souhaité que les usagers soient au plus actifs. Et pour qu'ils soient actifs, on est effectivement dans cette dynamique incrémentale de réinventation au fur et à mesure, de réajustement du projet et de mutation, c'est-à-dire que le projet à N+1, c'est pas du tout le même projet qu'à N+5 et qu'à N+10, étant donné que les résidents changent, que le territoire évolue. Donc on a toujours aimé cette idée d'être un projet mutant qui allait changer. On a toujours dit aussi qu'on n'allait pas s'accrocher aux radiateurs parce qu'ils vont nous virer. Je dis ça parce qu'au début on nous considérait un peu comme un squat. On est un peu issus, on va dire, dans le monde des idées, des squats d'artistes depuis une 40aine d'années, les artistes qui se réunissent parce qu'ils n'ont pas d'espace de travail, et donc on est perçu comme ça, mais on n'est pas dans cette revendication de s'accrocher, on est dans cette revendication de la vitalité et de l'évolutivité, de l'adaptation de nos territoires
pour avoir un projet juste et ancré dans son territoire. Donc ce démarrage, c'était il y a 11 ans. Et Mathilde, tu es arrivée il y a combien de temps? Moi, je suis arrivée il y a 6 ans. Donc, j'ai pas connu ce démarrage. Mais ce que dit Julien est très important. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de venir ici. C'est-à-dire que c'était pas... moi, je le considérais pas comme un squat, justement, d'artiste, chose qui peut être considérée comme ça, parce que Julien avait fait... Enfin, moi, on m'avait raconté... Julien avait fait ces démarches-là d'être en partenariat avec les responsables d'ici, les collectivités, etc., les promoteurs, les entreprises, exactement. Le promoteur. Ouais. Le promoteur n'était jamais le méchant. C'est ça. C'est un partenaire. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent de faire ça comme ça. Et je me suis dit, moi j'ai envie d'y aller, ça m'intéresse. Et quand on a proposé notre candidature, parce qu'ici, les places sont chères, même si elles sont pas chères au mètre carré, il y a une liste d'attente. Et quand j'ai rencontré le CA pour venir ici, donc en 2015, 16, on m'a expliqué tout ça. Ce que Julien explique aujourd'hui, le fait de s'investir. Moi, j'étais une compagnie de théâtre, il n'y avait pas beaucoup d'art vivant, ça les intéressait. Qu'est-ce qu'on avait à offrir, en fait, à la structure? Et je me suis complètement retrouvée dans cette proposition. Et le fait de louer, le fait d'entretenir, le fait d'être présent, que ce soit des décisions collectives. Alors après, on n'en prend pas tout de suite la hauteur, surtout... au départ, on vient, on a notre atelier, on travaille, on repart. Il y a des échanges qui se font avec les autres professionnels. Alors parfois ceux du même bord, mais parfois pas. Et c'est intéressant parce que les manières de travailler sont différentes. Et donc on va les shipper des manières de faire. Mais depuis que je suis au CA depuis 2 ans, et donc on a décidé cette coprésidence, donc une présidence collégiale entre tous les membres du CA, forcément, je m'investis encore plus. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir s'investir et je trouve que c'est important que tous les résidents puissent plus ou moins s'investir selon leurs possibilités et selon leur envie, effectivement, mais il n'empêche que pour moi, c'est l'ADN du 6B. Et c'est ce qui fait peut-être sa différence avec d'autres tiers-lieux, j'en sais rien. Ça t'a amené une dynamique hyper positive. Et puis il y a le côté, tu disais, réseau, entraide, partage de bonnes pratiques. Est-ce que dans ton activité professionnelle en tant que metteuse en scène, vis-à-vis du développement de l'activité en elle-même, est-ce que tu as mesuré l'impact, soit sur l'aspect de gestion économique de ta structure? Est-ce que ça t'a amené des opportunités commerciales? Alors, ce que ça m'a amené, c'est vraiment des partenariats avec soit d'autres associations des arts vivants, soit même d'autres professionnels de la culture et artistique. Donc plutôt des opportunités de travailler autrement, d'aller voir autre chose, d'aller proposer des mises en scène ou en tout cas des espaces dans la ville, chose que je faisais pas du tout avant. Après, ici, moi quand je suis arrivée il y a 5 ans, 6 ans, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'art vivant, il y a beaucoup de musique, mais danse, théâtre, c'était pas... ça reste encore une minorité. Donc il n'y a pas d'espace dédié aux arts vivants et à la danse et au théâtre. Donc moi, comme je suis de l'autre côté de la rive de la Seine, je suis îlot-dionysienne, mon partenariat, je l'ai plutôt créé avec l'île Saint-Denis, tout ce qui concerne mes mises en scène dans les théâtres, etc., étant donné qu'ils ont un très beau théâtre. Donc mon partenariat par rapport à mes mises en scène et mes créations se font plutôt avec l'île Saint-Denis. Mais ici, j'y trouve une inspiration. Peut-être aussi, voilà, il y a une plage. Donc, comment je peux faire autrement? Comment je peux proposer d'autres choses? Il y a plein d'espaces partout qui sont collectifs. Comment je peux me les approprier pour des performances, pour des mises en scène, etc. Donc, en fait, ça donne à réfléchir autrement, avec une autre ouverture sur la manière de faire. Ouais, 2-3 petites choses, ça me donne envie de rebondir. Parce que le premier espace commun, c'était une salle de danse. Ouais. Ah oui. Tu vois, et en fait, c'était une dynamique de résidents. Je me souviens de Christian Bourrigaud, Comble l'Alambic, qui a duré quelques années, qui ensuite s'est estompé.
qui a laissé la place à autre chose. Et donc les espaces eux-mêmes vont muter au fur et à mesure des besoins des résidents, de l'énergie ou de la non-énergie. Et donc il y a comme ça des cycles. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que le commun, les espaces communs et la mutualisation est au service du particulier et de l'intérêt privé. On est quand même un lieu où chaque résident va avoir vraiment sa petite cellule, son atelier. Il va d'abord devoir être bien dans son atelier avant de faire du commun. Le commun n'a jamais été obligatoire, il est souhaitable, il est inscrit, on met en place des stratégies pour que chacun s'investisse. Il est favorisé, mais il vient que une fois que les personnes sont bien dans leur activité. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que on a toujours aussi souhaité la multidisciplinarité. On s'est très vite rendu compte qu'une communauté humaine, vivante, a tendance à s'homogénéiser. Quand on commençait à avoir plein d'artistes plasticiens, et donc il y a plein d'artistes plasticiens qui voulaient rejoindre la communauté d'artistes plasticiens, et c'est vraiment dans nos préceptes de base de dire on préfère choisir quelqu'un qui fait autre chose plutôt que quelqu'un qui fait la même chose que les autres résidents, pour comme ça créer de la diversité, des échanges et voilà, un astrophysicien qui vient travailler avec un metteur en scène et avec un auteur, enfin ça va créer des opportunités de développement économique et on va dire de création de richesse sur le territoire. Alors justement, le développement économique, tu disais, le but n'est pas d'être entre soi, art et culture, mais c'est quand même dans l'ADN et une dimension importante au 6B. Quels sont les liens qui se sont noués avec les entreprises qui sont complètement en dehors du secteur de l'art et de la culture? Est-ce qu'il y en a? Et est-ce que dans les perspectives de développement du 6B, ça fait partie dans l'esprit de la SIC qui a été constitué des axes de développement? On a toujours été multipartenarial. Il faut comprendre qu'on est d'abord un projet fait de résidents et que ces résidents sont des acteurs du territoire. On n'est pas un projet qui viendrait d'ailleurs. On est des gens qui travaillent sur le territoire et qui nous sommes réunis. Il y a des entreprises, il y a des astos, il y a des individuels. Et donc, on est tous ces gens-là. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Mathilde a soulevée, qui est assez, on va dire, spécifique ici, c'est qu'on est très lié à la fabrique urbaine. On est arrivé dans une ville en transition, on est encore dans une ville en transition, dans un quartier qui allait profondément changer, et donc la question des espaces urbains, de la place des habitants d'avant, d'aujourd'hui et d'après, c'est toujours vraiment posé pour nous, et on est en lien donc avec que ce soit une entreprise, ou un habitant, ou une association, ou un service de la collectivité, dans cette transformation, dans cette dynamique partenariale, dans cette fabrique du bien commun, pour être mieux dans notre ville. Donc ça, c'est assez particulier au 6B. Ça a été d'ailleurs beaucoup raconté par les promoteurs et les aménageurs à l'époque où il y avait cette dynamique de réinventer Paris, réinventer la Seine, réinventer la métropole. On s'est retrouvés, comme d'autres acteurs, impliqués dans des grands projets urbains dans lesquels on considère qu'il ne faut plus parachuter des projets du ciel, mais qu'il faut travailler avec des acteurs qui vont, on va dire, labourer le terrain, qui vont arroser pour que la vitalité, l'énergie citoyenne se formalise dans un projet. Et dans les prochaines années, il y a je ne sais pas s'il a démarré, mais en tout cas, il y a un projet de rénovation également du bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, ou Mathilde également, parce que tu es au conseil d'administration? Ouais, mais Julien, il est architecte, je pense qu'il connaît bien. Moi, non, je voulais juste rebondir sur le fait que depuis qu'il y a le nouveau quartier à côté, ça fait pas très longtemps, hein, ça doit faire 5 ans qu'il a 5-6... Ouais, moi quand je suis arrivée, il n'était pas encore sorti de terre, donc ça fait vraiment, il est assez récent. Tout de suite, les habitants ont pris part et ont pris possession aussi des espaces qu'on leur proposait. Enfin, la relation, elle s'est créée très vite pour que justement
qu'on soit pas un îlot d'artistes. Déjà, il n'y a pas que des artistes. Donc ça, il faut le dire aussi, parce que les gens se disent, ouais, non mais 6B, il n'y a que des artistes. Non, il y a des entreprises, il y a des acteurs sociaux, il y a une école qui apprend le français à des étrangers. Enfin, c'est très très hétéroclite. Donc déjà, moi ça, même si Julien l'a déjà soulevé, j'y tiens. Et les habitants sont hyper impliqués. D'ailleurs, c'est grâce à eux, par exemple, qu'on a restauré, en partie grâce à eux, qu'on a restauré le restaurant actuel qui est au rez-de-chaussée. Parce que eux, ça leur tenait hyper à cœur aussi d'avoir un restaurant le midi et d'y prendre part. Et voilà, donc c'est d'autant plus vrai. Et par rapport au 6B, je pense que Julien est plus capable de te répondre. Non, mais effectivement, sur le restaurant, on a fait un appel à dons. Et c'est les copros des habitants des deux copros voisines qui nous ont fait les plus grandes participations financières pour la rénovation du restaurant. C'est vrai qu'on invente, on crée par nécessité, comme j'ai essayé de l'expliquer, et au bout d'un moment, tout le monde a envie que ça reste. Les premières années, on disait que le projet du 6B allait pouvoir bouger, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait ce renouvellement urbain, et on se disait que notre projet, la communauté, allait certainement bouger dans d'autres friches du territoire. Il s'avère qu'un projet est bien souvent intégré, identifié et attaché à un territoire. Donc ça, on l'a accepté. Et c'est pour ça que depuis maintenant 5 ans, on mène des études, on a fait travailler des fiscalistes, des avocats, enfin toute une série de métiers, dont des architectes, des maîtres d'œuvre, etc., pour envisager la pérennisation du modèle en restant un projet évolutif. Et donc pour ce faire, on a monté une société coopérative d'intérêt collectif qui permet aux collectivités de rentrer dans la gouvernance, qui permet à chacun des usagers d'entrer, à des partenaires qui soient financiers ou philosophiques, on va dire, de venir créer communauté et d'acheter le bâtiment et de le rénover. Donc ça fait là 3 ans qu'on est en négociation avec Quartus, qui est l'actuel propriétaire, le groupe Raymond qui a laissé sa place à Quartus. Et pour acheter le bâtiment et le rénover, on a le montage financier, on a travaillé avec la Caisse des dépôts, avec les collectivités, avec des entreprises, pour donc devenir autonome. Vous l'avez compris, c'est aussi dans nos gènes depuis le départ, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être sous le joug de quelques décisions extérieures qui soient, mais on a besoin d'être aux rênes du bateau, d'être nous les acteurs et de nous responsabiliser. Et donc l'étape à venir, c'est d'être propriétaire et de mener des travaux. Comme on a une économie qui est fragile, entre guillemets, on va mener une première campagne de travaux pour sécuriser le bâtiment, pour en faire un vrai établissement recevant du public sur les premiers étages. Et on envisage une deuxième phase de travaux à 5 ans pour faire un rooftop avec de la permaculture et pour arriver vraiment à en faire une sorte de boîte à outils à l'échelle régionale pour les métiers de la création et tous les métiers qui sont présents ici au 6B. Alors on a compris qu'il y avait des discussions, des négociations en cours, donc tu peux peut-être pas nous donner des montants précis, mais en fourchette, en ordre de grandeur, l'acquisition d'un bâtiment comme celui-ci, sa rénovation, on est à peu près sur quel niveau d'investissement ? Alors là, c'est un bâtiment qui fait 7000 m², qui est en très mauvais état. Donc l'achat, on va dire, d'un bâtiment comme ça, c'est entre 1 et 3 millions d'euros. Et les travaux, c'est 8 millions d'euros pour tout bien refaire, comme je le disais, en isolant de manière performante, en refaisant le système de chauffage, en faisant un rooftop, en permettant au public d'aller à tous les étages. Ça, c'est 8 millions d'euros. Par contre, pour la première phase de travaux, c'est-à-dire remettre en place des ascenseurs, avoir une installation aux normes, c'est un budget entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Donc là, on va mener des premières dépenses à hauteur de 3-4 millions d'euros pour conforter le modèle et ensuite envisager d'autres phases de travaux. J'imagine que tous ces investissements sont aussi des retombées économiques pour le territoire. Le but, ce sera sans doute de faire intervenir des artisans, des entreprises de la région. Bien sûr, on est, vous l'avez compris, dans ce que maintenant on appelle l'économie sociale et solidaire, dans le circulaire, dans le local, dans maintenant les tiers-lieux. Et c'est marrant parce que c'est
des terminologies qui ont apparu ces 5-10 dernières années. Au début, on n'avait pas vraiment de mots sur ce qu'on était. On n'a toujours pas vraiment... On a eu du mal, ouais. Et en fait, il y a plein de mots comme ça qui, on va dire, dans la transformation de la société contemporaine, la prise de conscience, et notamment des mouvements citoyens, aujourd'hui, on commence à pouvoir mettre des mots sur ce qu'on faisait de manière intuitive. Oui, c'est ça. Et alors, pour terminer notre échange, est-ce que vous pouvez tous les deux nous partager un petit peu votre perception de l'évolution du territoire dans lequel est ancré le 6B? Est-ce qu'il y a une tendance forte que vous voyez émerger, des aspirations, des envies, des ambitions là, pour les mois, les années qui viennent? Il se passe beaucoup de choses. Le territoire accueille quand même dans 3 ans les Jeux Olympiques, donc ça va changer énormément le territoire. Les habitants, ils ont du mal à s'en emparer. Ouais. Très clairement, enfin moi pour avoir été discuter avec pas mal les habitants sur un projet comme ça, c'est très difficile pour eux. Et puis donc pour moi l'enjeu c'est ça, c'est que c'est néanmoins une chance. Après oui, il y a des inconvénients, mais il faut saisir les chances de changer l'image que peut avoir Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis en règle générale. Enfin moi avant ouais, je trouve que la Seine-Saint-Denis pâtit d'une image qui est pas réelle parce qu'il y a quelque chose de très partagé. Enfin, le 6B, il est comme ça, c'est pas non plus pour rien. Soit c'est Julien qui l'a porté et je pense que ça ressemble à Julien, mais c'est aussi à tout un territoire où les gens se mêlent, où les cultures se mêlent et je pense que ça va, enfin j'espère que ça va continuer, mais que les gens vont s'en emparer. Sans le renier en fait, parce que parfois ils le renient et ils ne l'acceptent pas parce que c'est sale dans la rue et que c'est vrai que c'est pénible, mais ils voient souvent le côté négatif au côté positif, et je pense que le 6B apporte une image un peu plus positive et où on prend un peu notre destin en main et on veut le faire avec les autres. Donc je pense que ça va continuer vers là, et en plus Saint-Denis se propose pour être capitale de la culture européenne en 2028. Oui. Donc peut-être on verra. Mais donc ça va apporter beaucoup de choses. Et le but, c'est pas que ce soit Paris qui soit capitale européenne, mais bien la Seine-Saint-Denis et Saint-Denis avec sa banlieue, et qu'est-ce que ça représente d'être la banlieue parisienne de Paris. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là et on va continuer dans ce sens-là. Oui, effectivement, Seine-Saint-Denis, un territoire pauvre, un territoire multiple, multicoloré, un territoire de nécessité et donc un territoire d'innovation. Voilà, moi je considère que l'innovation, elle naît par la nécessité. Ouais. Et qu'on a besoin, et donc on se met en œuvre, on invente, et cette périphérie qui est inventive, qui est vitale, qui porte une énergie, elle va renourrir le centre. Voilà ce qu'on considère. Et on est mieux ici, nous, qu'au centre. Voilà. On aime cette diversité, on aime ces rencontres, on aime ces surprises au quotidien. Et ça, c'est une vitalité nécessaire pour la ville contemporaine. Le Paris sous cloche mourra s'il n'est pas alimenté par la vie de sa périphérie. Donc pour nous, c'est ça. Je crois que la Seine-Saint-Denis est en train de jouer ses cartes. La société est en train de le comprendre. C'est pour ça qu'on a les JO qui arrivent, on a le Grand Paris Express, une des plus grandes gares de la région qui va arriver avec tout un quartier. On a la capitale culturelle, enfin on a grand nombre de manifestations qui vont avoir lieu ici et qui vont participer, on l'espère, à la valorisation de l'énergie présente sur ce territoire. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Et bonne continuation pour ce beau projet. Merci. On est là, on tient bien. Ouais. Merci.